Hello! Est-ce que vous avez déjà reçu un commentaire qui vous a tellement interpellé que vous avez décidé de changer complètement l'angle de votre vidéo? Probablement pas, parce que vous ne faites pas tous des vidéos YouTube. Pour donner du contexte, il y a quelques jours, j'ai posté un message sur Threads pour vous demander de me citer vos K-bands préférés, parce que je voulais faire une vidéo un peu focalisée sur les K-bands et j'avais un peu besoin d'exemples. Et sous ce thread, du coup, il y a eu plein de réponses, de très bonnes recommandations, et il y a eu 7 réponses qui m'a laissé un peu perplexe, du coup. Du coup, je me suis un peu posé la question de comment est-ce qu'on peut définir le terme idol de manière générale, et aussi un peu pourquoi est-ce que on devrait quelque part réserver ce terme que aux groupes de K-pop qu'on connaît, du coup, qui effectivement chantent, dansent, performent, tout un package finalement. Et du coup, je me suis tournée vers la personne qui a toujours toutes les réponses. Je vais bien sûr parler de l'internet. Et j'ai donc demandé comment définir le terme idol dans le folklore coréen. Parce que sinon, c'est les faux dieux que les gens vénéraient à l'époque et il y avait un tas de problèmes avec. Mais du coup, dans le folklore coréen, les idols, en fait, ce sont tout simplement des gens qui travaillent dans l'industrie musicale coréenne et qui font partie d'un groupe ou qui travaillent en tant que soloistes. Voilà, il n'y a absolument aucune mention de chanter, danser, créer de la musique. Enfin, c'est vraiment juste, si tu fais partie d'un groupe ou que tu es soloiste et que tu fais partie de l'industrie musicale, félicitations, tu es un idol. Bon, du coup, ça se limite à la Corée. Hein. Sinon, ça marcherait moins bien. Déjà, commençons par le commencement. La première question que vous avez probablement eue en cliquant sur la vidéo, si vous avez jamais entendu parler de ce terme, c'est quoi un K-band? Tout simplement. Alors, un K-band, du coup, c'est comme un groupe de K-pop. C'est la même chose, sauf que au lieu de faire des chorégraphies sur lesquelles vous allez vous tuer la santé et principalement le cœur parce que c'est cardiaque, et ben eux ils jouent des instruments. Voilà, donc il y a moins de chorégraphie, c'est plus centré sur le chant et la musique. Et c'est la principale différence qu'il y a entre les deux. Pour vous donner des exemples, on va retrouver des groupes comme N-Flying, Lucy, Day6, Extraordinary Heroes, on va avoir CN Blue, FT Island, il y en a tellement, je me souviens pas de tous les noms, mais je pense que le plus connu pour ceux qui suivent la K-pop de près de loin, The Rose. On en a tous entendu parler, on connaît tous au moins une de leurs chansons, ne mentez pas. C'est un K-band. Alors, quelque part, pour en revenir du coup à cette fameuse question, qui était donc, et à ce fameux commentaire, qu'est-ce qui peut créer un peu cette confusion entre groupe de K-pop et K-band, en dehors effectivement de la grande différence qui est que les groupes de K-pop ne jouent pas d'instruments live sur scène, à défaut de certaines performances. Là, on parle vraiment d'un groupe qui est centré autour de ça. Et bien en fait, la confusion première qu'il y a entre les deux termes, c'est tout bonnement le fait que certains K-bands sont créés par des agences de K-pop. Donc je parle notamment de Day6 et Extraordinary Heroes, qui sont les deux premiers qui me viennent en tête.
et qui ont été lancés par des agences de K-pop, du coup. Et du coup, ils ont un peu tendance à avoir le même traitement que certains groupes de K-pop. Donc à savoir des albums avec effectivement les photocards, toutes les inclusions, les différentes versions. Ils vont apparaître dans des shows comme les Music Bank ou les Mama Awards. Donc il va avoir un peu tendance à faire partie de ce genre d'événements qui sont un peu réservés, on va dire, aux artistes K-pop, puisque c'est surtout pour montrer les nouvelles chansons et les chorégraphies. Du coup, forcément, les K-bands qui n'ont pas de chorégraphie, ça peut faire un peu bizarre, mais vu qu'ils sont lancés par des agences de K-pop, ils ont un peu le même traitement. Et c'est pour ça que il y a beaucoup de fans, notamment de ces groupes-là, ou de gens qui connaissent ces groupes-là grâce à la K-pop, qui ont du mal à faire vraiment la différence entre les groupes de K-pop et les K-bands, qui ont vraiment juste l'impression que c'est la même chose, juste on leur a donné un autre nom parce que ils jouent des instruments au lieu de danser, mais il y a un peu plus que ça en termes de différence. De manière générale, on a tendance à moins connaître les K-bands que la K-pop. Les gens commencent souvent par la K-pop et découvrent les K-bands après, sachant que les K-bands ne font pas forcément de la pop. Ils peuvent faire du rock, ils peuvent faire du métal aussi, ils ont pas vraiment de, un peu comme les groupes de K-pop aussi, quelque part, ils ont pas vraiment de genre musical attitré, mais la K-pop a surtout tendance à faire de la pop. Au niveau des différences que j'ai pu noter en tant que fan de musique coréenne qui écoute un peu des deux, c'est le traitement des idoles. Bon, j'ai pas forcément besoin de revenir sur le traitement des idoles de K-pop. Si vous êtes dans l'industrie ou que vous suivez plusieurs groupes depuis des années, vous savez que les idoles sont traités comme des machines, avec des agendas surchargés, des relations bizarres avec les agences et les fans, et de plus en plus de toxicité. Je pense qu'on sait tous comment les idoles de K-pop sont traités. Honnêtement, plus ça avance et plus je me dis que on va aller vers, on va vriller complètement et on va passer à un côté qui est terrifiant ou vous savez, j'ai cette scène qui m'arrive parfois en tête de me dire en fait on choisit les idoles tellement jeunes maintenant et on les vire pour des raisons tellement stupides qu'en fait je me dis que d'ici quelques années, si ça se trouve, on aura ce scénario de une dame qui met au monde son enfant et t'as l'infirmière qui est comme ça et qui fait non, madame, vous ne pouvez pas toucher votre enfant. Il va probablement devenir idol de K-pop. Si ses fans apprennent qu'ils ont été touchés par une femme, même une fois dans sa vie, vous vous rendez pas compte, vous pouvez vraiment le cancel. Ne touchez pas votre fils. Non plus, monsieur. On peut pas d'un scandale gay non plus. On est en Corée ici. On a une machine qui va s'occuper de votre enfant et qui est alimentée par l'amour de ses fans. C'est un enfant, il n'a pas de fans. Certes. Là, il se démerde. Mais vous pouvez pas le toucher. Parce qu'il va être cancel plus tard. Honnêtement, plus ça avance et plus les nouvelles générations arrivent, et plus je découvre des facettes de la K-pop qui me terrifient, et qui n'étaient pas là avant. Donc je sais pas si... Bon, ça pourrait être une vidéo entière, ok? Ça pourrait faire une vidéo entière de savoir pourquoi est-ce que la K-pop a vrillé, quand ça a commencé, pourquoi, et pourquoi est-ce que, à mon sens, ça va pas aller en s'améliorant. Mais ça va pas être le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va rester calme, et on va parler juste, vraiment, très légèrement de ce sujet. De l'autre côté, on a les K-bands, et qui pour moi ont un traitement totalement différent, mais qui vient aussi du fait qu'ils sont beaucoup moins populaires. Statistiquement, on le sait tous, la vague Hallyu qui vient de Corée du Sud, c'est principalement la K-pop et les K-dramas. Les K-bands, ça doit être une toute petite partie de l'industrie musicale. Mais du coup, le fait que ce soit un genre et un type de groupe qui soit moins populaire, bah ça fait que du coup les agences mettent moins d'argent, on va dire, et ils s'investissent moins sur ces groupes-là. Et du coup, ils ont des emplois du temps qui sont moins violents, à mon sens. Et surtout, ils ont des fandoms qui sont assez sains. Enfin, je peux pas vraiment parler de tous les fandoms parce que je les connais pas tous, mais pour faire partie notamment du fandom de N-Flying et de The Rose, j'ai jamais entendu parler d'aucune fan war.
Je ne sais même pas s'ils ont des C-Sang. J'ai jamais vu aucun scandale avec ces groupes. Honnêtement, et pourtant ça fait un moment qu'ils sont dans l'industrie, mais j'ai jamais vu de scandale à leur sujet. Même, je crois, il y a des membres de The Rose qui ont parlé plusieurs fois de leur vie sentimentale. Il n'y a aucun tabou là-dessus. Donc j'ai l'impression que l'étau, on va dire, qu'on met autour des idoles de K-pop est beaucoup moins, voire pas du tout présent avec les K-bands. Et du coup, personnellement, ça me donne plus envie de creuser et de découvrir ces groupes-là parce que justement, il y a un côté beaucoup moins toxique et beaucoup plus sain. On est vraiment là pour la musique en fait, et vraiment juste la musique, puisque du coup, même quand tu les vois en concert, c'est juste leur voix et les instruments. Et pour parler brièvement des concerts aussi, puisque du coup j'ai pu faire The Rose et N.Flying l'année dernière, et en fait les gens sont beaucoup plus respectueux pendant les concerts. Enfin, je vois beaucoup moins de gens crier, les gens écoutent, personne chante plus fort que la musique. Honnêtement, tu peux filmer le concert avec ton téléphone si tu veux, tu vas pas avoir de bruit parasite, de personnes qui crient pendant les moments calmes, ou tu vas pas réussir à entendre l'audio parce que les gens derrière toi ils chantent 2 fois plus fort que le backtrack. Et je sais pas, je trouve que c'est une expérience qui est tellement plus saine en fait, quand t'es vraiment là pour la musique. Donc pour moi, il y a la différence un peu majeure en dehors effectivement de la grosse différence qui est l'un des chorégraphies, l'autre a des instruments. C'est aussi tout le folklore qu'il y a autour des deux industries du coup, puisque dans tous les cas c'est l'industrie musicale, mais il y a une industrie qui est très rigide et l'industrie des K-bands est beaucoup plus flexible et du coup pour moi beaucoup plus saine. À voir comment ça se développe à long terme, mais je croise les doigts. Après, la popularité des K-bands a explosé en 2024, donc c'est assez récent, mais c'est grâce à la performance à Coachella de The Rose, où il y a beaucoup de gens qui se sont rendus compte que du coup, The Rose n'était pas un groupe de K-pop, et qui du coup se sont renseignés pour en apprendre un peu plus sur les K-bands, savoir s'il y en avait d'autres. Un autre groupe qui a beaucoup fait parler de lui pour leur performance notamment, c'est Lucy, qui a été particulièrement populaire sur TikTok pendant une très longue période. Et après, on a les 2 groupes un peu phares du mouvement qui sont juste après The Rose en termes de popularité, qui sont du coup Day6 et Extraordinary Heroes, qui sont aussi les 2 K-bands qu'on voit le plus souvent passer en concert. N.Flying, c'était la première fois que je les découvrais l'année dernière, et je sais qu'ils avaient déjà fait un concert en France il y a quelques années, mais du coup ils viennent moins régulièrement, alors qu'ils sont actifs depuis assez longtemps. Donc petit à petit, les K-bands commencent à arriver un peu en Europe, dans nos salles de concert. Donc si vous avez l'occasion de suivre ces groupes-là et d'aller les voir en concert, faites-le. Parce que honnêtement, quand on écoute leur discographie sur Spotify ou sur YouTube, j'aime beaucoup. Mais comme c'est des K-bands et qu'ils jouent live, il y a vraiment un gros plus à aller les voir en concert. Il y a plusieurs chansons de N.Flying que j'aimais pas forcément en les écoutant sur Spotify, mais en les regardant sur scène, du coup, littéralement, en les voyant jouer la musique, j'étais beaucoup plus dans le morceau, beaucoup plus dans l'ambiance, et du coup, j'ai beaucoup plus apprécié les musiques. Et du coup, maintenant, quand je les écoute sur Spotify, il y a un truc qui manque, voilà. Mais du coup, il y a vraiment un plus à aller voir leur concert parce que il y a vraiment toute cette performance de on joue live qui apporte énormément. Là où, honnêtement, les concerts de K-pop, je les adore, mais c'est vrai que, étant donné qu'ils ne jouent pas et que la performance musicale est en fond, on est beaucoup plus dans le jeu avec le public ou dans les phases où ils discutent et parlent avec nous. Mais on a moins effectivement ce côté vraiment d'entendre le backtrack en fait live. Encore une fois, comme je l'ai dit, on a des groupes de ces fameux K-bands, on a ces fameux K-bands qui sont promus par des agences de K-pop. Donc notamment le cas avec, comme je l'ai dit, Day6 et Extraordinary Heroes.
Et là, encore une fois, on a deux groupes qui ont été produits par des agences de K-pop, mais qui n'ont pas du tout été promus de la même manière. C'est-à-dire que Extraordinary Heroes a toujours été promu de la même manière que les groupes de K-pop de la même agence, ou les soloistes de la même agence, alors que Day6, pendant 2 ans, ils ont fait aucune émission musicale, par exemple, parce que l'agence et le groupe voulaient s'établir en tant qu'artiste en premier lieu avant d'être établis en tant que idol. Et du coup, pendant 2 ans, ils ont plutôt fait ce qu'on appelle du busking, qui est simplement aller jouer leurs chansons dans la rue avec leurs instruments. Voilà, se mettre dans une rue, jouer dans un coin de rue et laisser les gens venir à eux et les découvrir. Si vous allez en Corée du Sud, il y a beaucoup de groupes qui font ça, qui performent notamment autour de Hongdae. Il y a énormément de groupes qui performent dans la rue et que vous pouvez découvrir. Et donc du coup, pendant 2 ans, Day6, ils ont plutôt fait ça avant d'être vraiment plus promus avant d'être beaucoup plus promus dans des événements musicaux comme les Music Awards ou les Mama Awards ou les Music Bank. Tout simplement parce qu'ils voulaient s'établir en tant qu'artistes avant de s'établir en tant qu'idol. Ce qui est tout à leur honneur. Mais du coup, effectivement, 2 groupes produits par des agences d'idoles, 2 manières d'être traités. Et donc vous imaginez bien que pour les groupes qui sont produits par des agences qui n'ont que des K-bands, c'est encore un type de promotion différent. Par exemple, il y a beaucoup de groupes que je vous ai cités comme N-Flying ou Lucy qu'on n'a quasiment jamais vu sur des émissions de style Music Bank. Parce qu'ils promeuvent pas de la même manière. Ils vont principalement passer par YouTube, par des émissions plutôt de variété pour parler musique, ou des émissions qui sont justement beaucoup plus pointues sur la musique, les instruments et les musiciens de manière générale. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous en avez découvert plus sur ce qu'est un K-band, que vous avez peut-être découvert des groupes que vous allez aller voir sur YouTube par la suite, que vous avez un peu mieux compris la différence entre les groupes de K-pop et les K-bands, et que vous savez définir ce qu'est un idol. Parce que ça pouvait paraître évident, mais j'ai quand même voulu faire la recherche sur internet parce que ce commentaire m'avait mis justement le doute sur le fait de savoir si effectivement un idol c'était une personne qui dansait ou non. Parce que c'est vrai que ça fait, quand on parle d'idol de K-pop, on voit quand même des performeurs qui dansent. Et en fait, pas forcément. On se couchera moins bête ce soir. Du coup, je vous dis à dans 2 semaines pour la prochaine vidéo. Passez une bonne fin de semaine. Bye!